On plonge aujourd'hui dans une œuvre très courte, mais d'une puissance absolument dévastatrice. Claude Gueux, de Victor Hugo. Et notre objectif, il est assez clair. C'est de comprendre comment un simple fait divers, en 1834, raconté en quelques dizaines de pages, a pu devenir un des manifestes politiques les plus percutants du 19e siècle. Ah oui, ce n'est pas juste une histoire. Non, pas du tout. C'est une charge, un véritable dossier d'accusation contre la société de son temps. En fait, Hugo endosse la robe d'un procureur, et il ne va rien lâcher. Un procureur qui commence par les faits. Alors, posons le décor. L'histoire, c'est vraiment une descente aux enfers, une mécanique implacable. C'est ça. On a ce personnage, Claude Gueux. C'est un ouvrier, et Hugo insiste beaucoup là-dessus. Il est capable, habile, intelligent. Ce n'est pas une brute, loin de là. Il vit avec sa compagne, leur enfant, et puis, un hiver, c'est la misère. La faim le pousse à voler. Et là, c'est le piège qui se referme. La sentence que Hugo formule avec une ironie, mais glaciale, c'est une déflagration. Pour un pain volé, le résultat c'est 3 jours de pain et de feu pour la femme et l'enfant, et 5 ans de prison pour l'homme. La disproportion est... Elle est au cœur de tout. C'est d'une violence inouïe. On ne parle plus de justice là, c'est une vengeance sociale. Hugo nous force dès la première page à nous demander qui est le vrai criminel, la société ou l'individu. Exactement. Et pour que le coup porte encore plus, il ancre son récit dans le réel. C'est un vrai fait d'hier. Mais, et c'est là qu'on touche à la méthode Hugo, il n'est pas journaliste. Ah non, Une de nos sources académiques est très claire là-dessus. Le véritable Claude Gueux, c'était un récidiviste. Et il n'avait ni femme, ni enfant. Hugo a tout réarrangé. attends mais ça change tout. Si Hugo ment sur les faits, est-ce que ça n'affaiblit pas son argumentation ? On pourrait l'accuser de manipulation, de tordre la réalité ? C'est une excellente question et elle est au cœur de tout le débat sur la vérité en littérature. Hugo ne prétend pas faire un reportage. Pour lui, la vérité du symbole est plus importante, plus vraie, en un sens, que la stricte vérité des faits. D'accord. Il a besoin de créer non pas un coupable, mais une victime exemplaire. En lui donnant une famille à nourrir, il transforme un acte criminel en un acte de désespoir absolu. C'est presque un acte d'amour. Il ne s'intéresse pas à l'individu Claude Gueux, mais à ce qu'il représente. Le peuple écrasé par les inégalités de la monarchie de Juillet, quoi. Donc il sculpte son personnage pour en faire un archétype. Et ce personnage est fascinant. La formule de Hugo, pour le décrire, est Parfaite. Fort bien traité par la nature, fort mal traité par l'éducation. « tout est dit ». Il a tout en lui, mais la société ne lui a rien donné pour le développer. C'est la tragédie du talent gâché. Et face à cette force de la nature, Hugo place une autre figure, tout aussi symbolique, le directeur de la prison, le fameux Monsieur D. Et là aussi, le choix des mots est d'une précision diabolique. Il ne dit pas qu'il est méchant, mais qu'il est mauvais. C'est beaucoup plus profond, ça touche à l'essence de l'homme. Absolument. Mdad, c'est la personnification de l'autorité arbitraire, bornée, stupide. Ce n'est même pas un grand tyran, c'est la tyrannie du petit chef. Et ce qui le rend si dangereux, c'est la source de sa haine pour Claude. Ce n'est pas son crime. Pas du tout. C'est son charisme. C'est la jalousie pure et simple. Il ne supporte pas que cet ouvrier, presque illettré, ait un ascendant naturel, une autorité morale sur les autres détenus que lui, avec son titre et son pouvoir, n'aura jamais. C'est ça. Et cette jalousie va le pousser à la cruauté la plus mesquine. Il va s'attaquer au seul point de lumière dans la vie de Claude en prison. Son amitié avec Albin ? À Albin, oui. C'est une figure presque angélique au milieu de cet enfer. L'innocence, la pureté. Hugo décrit leur relation comme une amitié de père à fils. Et ce geste qui la symbolise, le partage du pain, c'est quasi sacré. C'est un acte d'humanité fondamentale dans un lieu qui est conçu pour déshumaniser. Et c'est justement ça que le directeur ne peut pas tolérer. En décidant de les séparer, de transférer Albin, Hadid ne fait pas qu'appliquer un règlement. Il commet un acte de torture psychologique. Il brise le dernier lien qui rattachait Claude à son humanité. Et c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Cette cruauté est tellement personnelle. Et pourtant, on sent bien que Hugo ne nous raconte pas juste une histoire de jalousie dans une prison. C'est comme si ce drame était une loupe sur un problème bien plus grand, non ? C'est là toute la puissance du texte. Hugo utilise ce huis clos pour mettre en scène ses grands combats politiques. À travers Claude, il ne parle plus de Claude, il parle de la France. Et le premier combat le plus évident, c'est son réquisitoire contre la peine de mort. Oui, le texte est clairement une arme dans cette bataille. On est en 1834, 5 ans après le dernier jour d'un condamné.
C'est la deuxième salve. Une offensive qui s'inscrit dans une évolution politique personnelle, fascinante. L'une de nos préfaces la retrace bien. Le jeune Hugo, il est royaliste, conservateur. Mais à la fin des années 1820, il bascule. Il change complètement de camp. Il se définira lui-même comme libéral-socialiste. Il y a une phrase de lui, citée dans les sources, qui est la clé de tout. Il exprime son désir de substituer les questions sociales aux questions politiques. Et Claude Gueux est l'incarnation parfaite de cette idée. On ne débat pas de régime politique, de charte, on parle de faim, de froid, de l'injustice d'une sentence. Le politique est ramené au quotidien, à l'humain. Voilà, la grande question, ce n'est plus république ou monarchie, mais comment se fait-il que dans notre société, un homme bon et intelligent soit poussé au crime, puis à l'échafaud? C'est la dénonciation de l'injustice sociale comme racine du mal. La société, dit Hugo, est responsable. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il ne s'arrête pas au constat. Il ne se contente pas de dénoncer, il propose une solution. Ça donne au texte une force incroyable, une sorte d'optimisme rageur. Et cette solution, c'est le fameux message final de l'œuvre, une des citations les plus célèbres de la littérature française. Face au problème que pose la tête de Claude Gueux, la tête du peuple, Hugo donne la solution au gouvernement. Il écrit « Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la. » Et vous n'aurez pas besoin de la couper. La logique est implacable. En gros, il leur dit Messieurs les gouvernants, vous avez le choix entre l'école et la guillotine. L'ignorance coûte plus cher que l'éducation. C'est d'une modernité folle. C'est un argument économique, politique, moral, tout en un. Pour lui, l'instruction publique, c'est le seul remède, la seule politique de sécurité qui vaille à long terme. C'est le seul moyen de briser le cycle de la pauvreté et du crime. Donc on a un diagnostic accablant et en plus il propose le remède. C'est incroyablement dense pour un texte si court. On dirait presque qu'il s'entraîne, qu'il teste ses idées pour quelque chose de plus grand. C'est exactement ça. Beaucoup d'analystes voient Claude Gueux comme un laboratoire, une esquisse. Une des sources le décrit magnifiquement comme un anneau de la chaîne qui relie le dernier jour d'un condamné au misérable. C'est une étape en fait. Et puis quand on entend « vol d'un pain par un homme poussé par la misère », on pense immédiatement à un autre personnage de Hugo, évidemment. Ce n'est absolument pas un hasard, c'est la même obsession. D'ailleurs, Hugo fera lui-même le lien dans Les Misérables. Mais déjà, le nom du personnage, Gueux, c'est tout un programme. Une de nos préfaces cite le dictionnaire de l'Académie de 1835. Ah oui. Gueux désigne un indigent, un pauvre. Mais le dictionnaire précise que le mot marque plus de mépris que de pitié. Et il peut aussi vouloir dire coquin, fripon. Cette double signification, l'ambiguïté entre celui qui souffre et celui qui est méprisé, ça fait immédiatement écho au titre de son grand roman. Les Misérables. C'est exactement la même idée. Un mot qui contient à la fois la souffrance et l'infamie. Et tout le projet d'Hugo est de montrer comment la société transforme injustement la première en la seconde. Claude Gueux, c'est le premier grand portrait de ces misérables, c'est le brouillon de Jean Valjean. Le parallèle est saisissant. Et le directeur, MD, est-ce qu'on peut y voir une ébauche de Javert? On peut, oui, mais avec une différence capitale qui les rend très intéressants à comparer. Javert, c'est l'incarnation d'un principe. Il est le serviteur aveugle, fanatique de la loi, avec un grand L. Sa rigidité est presque inhumaine, mais elle est fondée sur une conviction. Alors que MD, lui, mauvais, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus humainement, sordide. Il n'incarne pas la loi, il incarne le pouvoir arbitraire. Sa cruauté ne vient pas d'un principe, mais d'une blessure d'ego, de la jalousie. C'est ça. Javert, c'est une tragédie de la loi. Mauvais, c'est un drame de la médiocrité au pouvoir. Et d'une certaine manière, c'est presque plus terrifiant, parce que c'est bien plus commun. On a tous connu un mauvais à petite échelle. Au final, en refermant Claude Gueux, on a le sentiment d'avoir lu bien plus qu'une nouvelle. C'est un concentré de Hugo, une arme politique, une étude sociologique et un plaidoyer humaniste, tout ça en un temps record. Ce qui est fou, c'est que Hugo n'écrit pas juste pour faire de l'art. Pour lui, chaque page est une action, chaque récit est une arme. Il nous montre ici, de façon éclatante, qu'une histoire bien racontée, même basée sur des faits un peu arrangés, peut être infiniment plus efficace qu'un non-discours politique pour changer les mentalités. C'est peut-être ça, sa plus grande leçon. On va se quitter là-dessus, avec une dernière pensée à méditer. Dans la préface de son drame Hernani, écrit quelques années plus tôt, Hugo lance cette formule teint. En révolution, tout mouvement fait avancer. Le meurtre du directeur par Claude Gueux est un acte criminel, une tragédie absolue. Mais si on se place dans la logique de Hugo,
Cet acte de révolte ultime, désespéré, ne peut-il pas aussi être vu comme un mouvement, un choc violent, barbare, mais peut-être nécessaire pour forcer une société sourde et aveugle à enfin ouvrir les yeux sur ses propres monstruosités? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.